Aujourd'hui, je suis au REFER qui a pour thème l'école en jeu et j'ai le bonheur de rencontrer Émilie Lebray et Christelle Ken qui vont parler de jeux d'évasion. Bonjour Émilie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christelle. Bonjour Stéphanie. Là, aujourd'hui, vous êtes au REFER, au Québec, et vous allez parler, entre autres, de jeux d'évasion. Donc, vous avez mis sur pied, entre autres, un site web. Qu'est-ce qu'on y retrouve et qu'est-ce que c'est ce site web-là? Alors le site se prénomme Escape and Games, donc il y a deux pans en fait, aussi bien les jeux sérieux et les jeux d'évasion pédagogique. Bon, il y a aussi des articles, il y a aussi une chaîne YouTube, enfin il y a plein de choses, des outils aussi pour la création. Donc le but en fait c'est de rassembler tous les jeux d'évasion que les professeurs de la France entière veulent bien partager, afin que ces jeux-là en fait puissent être repris par d'autres professeurs voulant se lancer dans l'activité. Okay. Voilà. Là, tu as bien distingué jeux sérieux et jeux pédagogiques. Qu'est-ce que c'est la différence pour vous? Alors, d'un côté, jeux sérieux, ce serait plutôt les jeux vidéo, tandis que les jeux pédagogiques, enfin les jeux d'évasion, je veux dire, seraient plutôt des activités qui ont été conçues type escape game avec des codes particuliers en fait. Voilà. OK. Donc à réaliser en classe avec le timer où on crée un contexte de collaboration. Oui, tout à fait ça. Le but, c'est de créer une cohésion de groupe entre les élèves avec la quête, la fouille de l'espace et puis mettre en jeu des compétences que l'enseignant souhaite soit évaluer, soit faire travailler au cours du jeu. OK. Puis comment ça se passe justement l'utilisation des jeux d'évasion en France chez vous? Alors en fait, c'est vrai que là actuellement, on serait plutôt dans ce qu'on appelle, en tout cas moi, la deuxième vague. C'est vrai que au début, moi j'étais au tout début de ce phénomène-là en France il y a à peu près 2 ans, on va dire, et c'était très innovant. Et là en fait, on est plutôt dans un phénomène d'appropriation, de diffusion, et ce sont plutôt les professeurs qui sont pas forcément sur Twitter qui essaient de s'approprier les méthodes et les transférer à leur classe. Donc voilà, donc c'est plutôt positif dans le sens où il y a de très nombreux collègues qui commencent à se lancer, qui savent pas trop, qui ont besoin de conseils. Donc voilà, donc ça marche très bien. Ça crée une dynamique de réflexion au-delà des jeux d'évasion en fait, puisque les enseignants réfléchissent à la thématique du jeu dans leur pratique pédagogique, mais pas forcément en lien avec le numérique, pas forcément pour faire un jeu d'évasion. Ils se documentent et puis après, ils vont peut-être mettre un peu de ludification dans leur séquence. Peut-être pas tout de suite se lancer dans un jeu d'évasion ou parce que ça correspond pas à leurs attentes, mais ça crée vraiment une dynamique de réflexion autour de la notion de jeu. Effectivement. Puis comment ça se vit dans l'accompagnement? Qu'est-ce que les enseignants ont envie de savoir quand ils souhaitent justement faire un jeu d'évasion ou encore qu'ils se questionnent sur leur pratique puis qu'ils veulent ajouter cette ludification-là encore plus parce qu'ils le connaissent puis ils le font déjà un peu, là, mais comment ça se passe en termes d'accompagnement en ce moment? Justement, moi, c'est ce que je fais au sein de mon travail à Canopée. En fait, les enseignants s'intéressent, ils voient des choses sur les jeux d'évasion. Il y a parfois un petit peu le cliché, jouer, mais c'est pas fait pour l'école. Je caricature, bien sûr. Oui. Mais l'idée, c'est comment je fais rentrer dans un jeu les compétences de mon programme disciplinaire. C'est surtout ça. Et comment je gère le nombre aussi, une classe entière qui va jouer. Comment est-ce que je peux organiser tout ça? Donc il y a des réflexions surtout sur l'organisation du jeu au sein de la classe. C'est surtout ça qui est demandé. Puis après, les outils. Et là, pour le coup, le site Escape and Games est un site de ressources sur quels outils je peux utiliser, etc. Mais l'idée du site aussi, c'est de pas juste être une trousse à outils avec des trucs et astuces, des tutoriels, mais vraiment d'avoir une réflexion profonde sur le jeu, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter au niveau des apprentissages de l'élève. Okay. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis aussi en place, au départ, on avait un forum sur le site qui était pas très actif. Alors, je pense que c'était parce que les personnes voulaient avoir beaucoup d'informations et on a mis en place au mois d'août pardon, un groupe Facebook où là, effectivement, ça bouillonne de réflexion, d'idées, de partage. Enfin voilà, donc ça marche très très bien et c'est vrai que par rapport à la formation, en prolongement de toutes ces formations,
Il y a aussi le salon qui a été créé, donc où là, effectivement, il y a aussi bien des conférences que la possibilité de pouvoir jouer un jeu d'évasion pédagogique. Et là, on parle du salon que vous avez fondé qui s'appelle EduLudique. C'est ça, tout à fait. Ah. Oui. Mais là, avant de parler du salon, tu as mentionné justement que vous accompagnez les enseignants dans les réflexions. C'est quoi exactement les réflexions, par exemple, qu'ils font ou les questions qui s'échangent dans les groupes Facebook? Au niveau de la structure de l'activité de classe, ce qui revient souvent, c'est « mais moi, comment je me positionne en tant qu'enseignant ?» Parce que les élèves sont en autonomie, même si l'enseignant prend le rôle du maître du jeu et va guider le déroulé du jeu. Mais c'est comment je me positionne moi en tant qu'enseignant, qu'est-ce que je fais dans l'après-jeu, lors du débriefing, comment je peux utiliser le potentiel du jeu, pas que ça s'arrête juste au bout du jeu et puis voilà, on passe à autre chose. Donc il y a aussi toute cette réflexion sur l'intégration du jeu dans une séquence d'apprentissage. Alors, on a fait aussi des classes virtuelles aussi pour aider les collègues. Donc là, je pense surtout à mes deux collègues aussi du collectif, Régine Ballonnade-Berthois et Anne-Claude Meunier, pardon. Donc là, et puis moi, forcément, on est toutes les trois, on fait toutes les semaines à peu près des classes virtuelles pour aider les collègues, échanger, répondre aux questions par rapport à la création du jeu, le temps que ça prend, enfin toutes ces questions qu'ils peuvent avoir aussi, et aussi le prolongement donc par rapport à l'évaluation, parce que ça aussi c'est une question qui ressort souvent, comment j'évalue mes élèves. Donc c'est vrai qu'actuellement, on va dire qu'au niveau formatif, c'est possible, mais en note chiffrée, bon, c'est vrai que il y a des questions là-dessus. Donc voilà, on essaie est-ce de qu'on doit en plus, ce contexte-là? tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Donc voilà, il y a beaucoup de questions là sur ce thème-là, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours la réponse aussi, mais c'est vrai qu'ensemble, on arrive à avoir une réflexion de groupe et qui est assez stimulante et assez intéressante. Oui, sans être modélisant, parce qu'on veut surtout pas. C'est un peu comme la classe inversée, il y a les classes inversées et il y a les formes du jeu d'évasion. Mais l'idée, c'est de retrouver des spécificités qui vont distinguer un escape game pédagogique d'un escape game commercial. Parce que le but en classe, c'est quand même que les élèves ils réussissent l'escape game pédagogique, alors que peut-être dans le commercial, ça va être justement qu'on réussisse pas pour revenir et le réussir. Donc c'est aussi des approches différentes, mais il n'y a pas un modèle qui est sûr de marcher à tous les coups. Et numérique ou pas numérique, il y a aussi le choix. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est que les enseignants, ils aient pas l'impression que c'est une activité pour experts. Pour expert en tant qu'enseignant, expert. Voilà, c'est ça. On peut tout à fait avoir une activité dans sa classe et on rajoute une surcouche de jeu, je dirais, et sans avoir à tout reconcevoir de A à Z. Exactement. Mais dans tous les cas, il y a un apprentissage qui est fait par les élèves, que ce soit réussi ou pas réussi. Bien sûr. Et même dans la relation enseignante et élève, dans le contexte du jeu. Pour terminer, j'ai la question rockstar et dit à vous poser. Qu'est-ce qui a été votre déclencheur, le déclencheur pour cette passion du jeu d'évasion, du jeu en général dans l'éducation? Alors moi, mon déclencheur, c'était plutôt un moteur, je vais dire, qui est aussi de toute façon la philosophie du site. C'est la mutualisation pour nos élèves. Voilà, donc aider les collègues pour les enfants et voilà. Donc cette mutualisation, voilà, je pense que c'était vraiment en tout cas mon moteur et pas le côté comment dire où voilà, il y a une sacralisation, je vais dire, de l'activité, mais vraiment voilà, une vulgarisation pour que tout le monde puisse s'approprier les outils et que ça fonctionne, voilà. Que ce soit bénéfique tout à fait, voilà. Nombre de gens possible. Oui, puis les élèves surtout voilà, c'est ça. Moi, c'est vraiment les élèves en fait qui m'ont fait aller vers l'univers du jeu. Parce que, alors pour dire les choses peut-être simplement, c'était pas forcément leur passion, certains de mes élèves, d'aller vers l'apprentissage de l'allemand. Et en allant à divers colloques, voilà, j'ai rencontré des personnes qui pratiquaient le jeu aussi, pas forcément les jeux d'évasion. Et donc je me suis lancée dans ça. Et c'est vrai que c'est pas une baguette magique, mais ça permet de raccrocher certains élèves et de varier surtout les modalités d'apprentissage, puis de se développer professionnellement aussi. Aussi, oui, bien sûr. Merci vraiment beaucoup à vous deux d'avoir partagé ce moment-là avec nous à l'École branchée. Merci beaucoup, Stéphanie.
Merci et on vous invite à vous inscrire à écolebranchée.com/hebdo pour recevoir toute l'actualité pédagogique qu'on prépare pour vous.